Depuis exactement 11 mois, 2 semaines et 4 jours, je suis amoureuse d'une voix. Je sais que ça paraît absurde, dit comme ça. Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, je suis auxiliaire ambulancière au SAMU de Clermont-Ferrand et je passe mes nuits à foncer dans des rues sombres avec pour seule boussole une voix d'homme dans mon oreillette. Il s'appelle Julien. Il est régulateur au centre de réception des appels. Et depuis presque 1 an, je crois que je connais cet homme mieux que je ne connais certains membres de ma propre famille, alors que je ne l'ai jamais vu en entier, jamais serré la main, jamais partagé un café en face à face. Ça a commencé un soir de septembre, sur un accident de moto à la sortie de la ville. Il pleuvait comme jamais, mon collègue Thierry conduisait, et moi j'étais à l'arrière, en train de paniquer intérieurement, parce que la situation était compliquée, parce que la victime était jeune, parce que tout allait trop vite. Et dans mon oreille, il y avait cette voix, grave, posée, presque tendre dans sa fermeté. « Camille, je suis là, respire, dis-moi ce que tu vois, doucement. » Il n'a jamais crié. Jamais. Même dans le chaos le plus total, même quand d'autres régulateurs élèvent la voix pour se faire entendre par-dessus les sirènes, lui restait égal à lui-même, comme un métronome au milieu de la tempête. Ce soir-là, on a réussi à stabiliser le blessé jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Et en retirant mon oreillette, j'ai réalisé que mon cœur battait pour une toute autre raison que l'adrénaline. Les semaines suivantes, j'ai commencé à espérer que ce soit lui, ce soir-là, de garde. Je reconnaissais sa voix avant même qu'il ne prononce mon nom, à la façon dont il inspirait avant de parler, comme s'il prenait le temps de choisir chaque mot pour qu'il tombe juste, sur les interventions difficiles. Et il y en a eu, croyez-moi, des nuits où on a cru perdre quelqu'un dans l'ambulance. C'est sa voix qui me tenait debout, pas les protocoles, pas l'adrénaline, lui. Ma collègue Inès, avec qui je partage la salle de repos entre 2 gardes, s'en est rendu compte bien avant moi. « Tu souris toute seule, là. C'est encore lui ? Je ne sais même pas de quoi tu parles, » j'ai menti, en fixant mon café comme s'il contenait la réponse à tous mes problèmes. « Camille, tu es amoureuse d'un type que tu n'as jamais vu. Tu te rends compte à quel point c'est fou ? » Elle n'avait pas tort. Et pourtant, je crois que ceux qui n'ont jamais travaillé dans l'urgence ne peuvent pas comprendre à quel point une voix peut devenir un port d'attache. Quand tout autour de vous s'effondre, quand vous roulez à 130 sur une départementale mouillée avec un patient qui perd connaissance à l'arrière, il n'y a qu'une chose qui existe encore. Une seule ancre, le son de quelqu'un qui vous dit que vous faites bien, que vous n'êtes pas seul, qu'il est avec vous jusqu'au bout. Je me demande parfois si vous non plus, vous n'avez jamais aimé quelqu'un pour sa manière d'être présent plutôt que pour son visage. Une voix au téléphone, un message qui arrive au bon moment, quelqu'un qui, sans être là physiquement, vous a porté quand tout le reste flanchait. Est-ce que c'est de l'amour, ça, ou juste de la gratitude déguisée ? Je n'ai toujours pas la réponse. Le centre de régulation et notre base ambulancière ne sont pas dans le même bâtiment. C'est une bêtise administrative, une histoire de budget et de restructuration. Mais dans la pratique, ça veut dire que les voix qui nous sauvent et les mains qui portent les brancards ne se croisent quasiment jamais. On se parle sur les ondes, jamais dans un couloir. Nos pots de fin d'année, nos formations, tout est cloisonné. J'aurais pu demander son nom complet, chercher sur les réseaux, forcer une rencontre. Mais une part de moi avait peur. Peur que la réalité déçoive ce que l'imaginaire avait construit. Peur qu'un visage vienne abîmer une voix devenue presque sacrée à mes oreilles. Et puis il y a eu cette nuit de juillet. Un accident de la route sur l'autoroute, multivéhicule, un vrai carambolage sous la chaleur étouffante de l'été. On était 3 équipages sur place, débordés, et dans mon oreillette, ce n'était pas Julien. C'était une voix que je ne connaissais pas, plus jeune, plus nerveuse, qui peinait à garder le fil. J'ai senti un vide étrange, presque un manque physique, comme si on m'avait retiré une béquille au moment où j'en avais le plus besoin. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste une habitude professionnelle. C'était lui, précisément lui, qui me manquait. Cette nuit-là, épuisée, en rentrant à 4 heures du matin, j'ai pris une décision. J'ai demandé à ma responsable, Sabine, s'il existait une possibilité de stage croisé entre les 2 services, comme cela se fait parfois pour améliorer la coordination. Elle m'a regardé avec un petit sourire en coin qui m'a fait rougir jusqu'aux oreilles. Ça tombe bien, justement. On cherche des volontaires pour la journée de formation commune du mois prochain. Régulation et terrain, ensemble, pour une fois. Le mois qui a suivi a été le plus long de ma vie. Je travaillais comme d'habitude, je répondais aux appels d'urgence de Julien avec mon calme professionnel habituel, sans jamais laisser transparaître que mon pouce accélérait chaque fois que j'entendais son prénom annoncé par le standard. Une fois, sur une intervention plus légère, un simple malaise chez une personne âgée, il a improvisé une petite blague pour détendre l'atmosphère, quelque chose sur le café du centre de régulation qui aurait, disait-il, le pouvoir de réanimer un mort. J'ai ri, seul dans l'ambulance, et Thierry m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Le jour de la formation est arrivé. Une salle beige, des chaises en plastique, du café justement imbuvable dans des gobelets en carton. On nous a répartis en petits groupes mêlant régulateurs et personnel de terrain pour des exercices de simulation. Et quand l'animateur a appelé les noms pour former les binômes, j'ai entendu Camille Vasseur et Julien Ferrand. Mon cœur a raté un battement, littéralement. Je me suis retournée, cherchant dans la salle qui pouvait être lui,
et un homme s'est levé d'une chaise au fond, grand, les cheveux bruns, un peu en désordre, une chemise aux manches retroussées, l'air de quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi mais qui sourit quand même. Il s'est approché, m'a tendu la main, et au moment où il a dit « Enchantée, Camille », j'ai reconnu cette voix instantanément, avec un frisson qui m'a traversé des pieds à la tête. Sauf que lui ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir que sa voix m'accompagnait depuis 11 mois dans les pires nuits de mon métier, qu'elle avait une place particulière quelque part entre mes côtes. On se connaît déjà, en quelque sorte. J'ai bafouillé, sans trouver mieux. Il a penché la tête, intrigué, et puis, lentement, un sourire s'est dessiné sur son visage. Vasseur. L'accident de moto de septembre, sous la pluie. Et le carambolage de l'A175, en mai. Et il s'est arrêté, comme s'il cherchait dans sa mémoire. Vous êtes celle qui parle à ses patients en chantant, doucement, pour les garder éveillés. J'ai senti mes joues s'enflammer. Vous vous souvenez de ça? Camille, j'écoute votre voix 3 ou 4 fois par semaine depuis presque 1 an. Bien sûr que je m'en souviens. Il y a eu un silence entre nous, un de ces silences qui pèsent lourd, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit sur les ondes radio, coincé entre 2 appels d'urgence, entre 2 vies sauvées. Autour de nous, la formation continuait, les autres binômes s'installaient pour les exercices, et nous, on restait plantés là, à se regarder comme 2 personnes qui viennent de comprendre qu'elles se connaissent depuis toujours sans jamais s'être vues. Je crois, a-t-il dit finalement, que je vous dois des excuses. Pourquoi donc? Parce que pendant tout ce temps où je vous parlais au téléphone, en essayant de garder mon calme professionnel, j'espérais secrètement tomber sur vos interventions plus que sur celles des autres équipages. Ce n'est pas très déontologique comme aveu. J'ai éclaté de rire, un rire nerveux et libérateur à la fois. Vous n'imaginez même pas à quel point ce que vous venez de dire me soulage. On a passé le reste de la journée de formation ensemble, dans des exercices simulés d'urgence. Et c'était étrange, presque vertigineux, de voir enfin le visage derrière les mots qui m'avaient tant de fois porté. Sa manière de froncer les sourcils en se concentrant, ses mains qui bougeaient quand il expliquait quelque chose. Le fait qu'il n'était pas parfait, qu'il bafouillait parfois en dehors du script professionnel, qu'il avait une petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche dont il ne parlait jamais. Il n'a rien abîmé. Au contraire. La voix a pris un corps, une présence, une réalité, et c'était encore plus bouleversant que l'idée que je m'en étais faite. On a échangé nos numéros à la fin de la journée, sous prétexte tout à fait officiel de mieux coordonner nos futures interventions. On savait tous les deux que c'était un mensonge poli, une excuse pour continuer à se parler autrement que par radio interposée. Le premier vrai rendez-vous a eu lieu 2 semaines plus tard, un mardi, jour de repos pour nous deux, dans un petit café du centre-ville, loin des ambulances et des standards téléphoniques. J'étais plus nerveuse ce jour-là que pendant n'importe quelle intervention d'urgence de ma carrière, ce qui, quand j'y repense, est plutôt révélateur. Vous savez ce qui est étrange, m'a-t-il dit en remuant son café, c'est que d'habitude, dans mon métier, je ne connais jamais la suite de l'histoire. J'entends une voix paniquée, je fais ce que je peux pour aider, et puis l'appel se termine, et je ne sais jamais comment ça finit, si la personne survit, si tout va bien. Avec vous, c'était différent. Je connaissais toujours la fin, parce que vous me rappeliez pour clôturer l'intervention. Vous étiez la seule histoire dont j'avais vraiment la conclusion. J'ai posé ma tasse, touchée par cette confession plus qu'il ne l'imaginait sûrement. Et maintenant, j'ai répondu doucement, on est au tout début d'une histoire dont on ne connaît absolument pas la fin. Ça ne vous fait pas un peu peur? Un peu, oui. Mais je préfère ça à toutes les fins que je connais déjà. Ça fait maintenant 6 mois qu'on est ensemble, Julien et moi. On travaille toujours dans des services différents, séparés par ce cloisonnement administratif absurde. Et pourtant, chaque nuit de garde, quand j'entends sa voix dans mon oreillette avant une intervention difficile, quelque chose en moi se réchauffe, un peu comme au tout début. Sauf que maintenant, je sais exactement à qui appartiennent ces mots. Je connais le visage derrière, les mains, le rire, la petite cicatrice au-dessus du sourcil. Il m'arrive de me demander ce qui se serait passé si je n'avais jamais demandé ce stage croisé, si la peur d'être déçu avait gagné contre l'envie de savoir. Certaines voix, certaines présences, on préfère parfois les garder intactes dans l'imaginaire plutôt que de risquer de les voir s'effondrer au contact du réel. Je comprends ceux qui font ce choix-là. Moi, j'ai choisi l'inverse, et je ne le regrette pas une seule seconde. Hier soir, sur une intervention compliquée, un accident domestique chez une dame âgée, seule dans son appartement, j'ai entendu sa voix dans mon oreillette me guider comme toujours, calme, précise, rassurante. Et au moment où on refermait les portes de l'ambulance, il a ajouté, juste avant de couper la ligne, une phrase qui n'avait rien de professionnel. À ce soir, Camille, je t'aime. Je crois que ce jour-là, sur cette route mouillée de septembre, sous cette pluie battante, une part de moi avait déjà compris ce que le reste de moi a mis 11 mois à admettre tout haut. Certaines rencontres commencent bien avant qu'on ne se voit pour la première fois. Elles commencent dans le son d'une voix qui vous dit de respirer, dans les mots exacts prononcés au moment exact où on en a besoin. Et je me demande, sincèrement, si ce n'est pas ça, au fond, la définition la plus honnête de tomber amoureux, reconnaître, bien avant de comprendre pourquoi, que quelqu'un est devenu votre port d'attache dans la tempête.